Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribde. On est extrêmement heureux. C'est un rêve en fait qu'on a depuis de nombreuses années maintenant d'accueillir Reinhard Tiergel chez Caribde. Donc on est extrêmement heureux de l'accueillir ce soir, d'accueillir sa traductrice Martine Raymond, la traductrice qui nous aide ce soir et les éditions Kidam. Je vais tout de suite laisser la parole à son éditeur Pascal Arnaud. Moi, je dirais un petit mot sur ce livre. Ça fait des années que il aurait dû sortir et enfin il est là. Je veux juste dire un petit mot sur la fidélité incroyable de Reinhard comme de Martine, qui ont attendu que les difficultés s'atténuent. Et donc voilà, le livre est là et je suis très heureux parce que c'est un livre magnifique, vraiment à la hauteur des précédents. C'est toujours cette même langue qui est travaillée jusqu'au corps et qui pour un lecteur est à la fois un défi et en même temps une joie immense parce qu'on ne rencontre pas des textes comme ça tous les jours. Et donc voilà, moi je suis très heureux que ce livre existe et d'autres viendront ensuite. Voilà. Merci à Carib de nous accueillir, du travail qu'ils font sur le fond et voilà, bonne soirée à tous. Cornelia Geiser, interprète magistrale, Martine Raymond, traductrice magistrale et Reinhard Tiergel. Non, Reinhard Tiergel, écrivain absolument exceptionnel. Bonne soirée. Merci. Et je crois que vous vouliez commencer par faire une courte lecture. Oui. Okay, also vorher erstmal mein herzliches Dankeschön für die Einladung. Das ist nun doch, wusste gar nicht, dass Sie mich so lange verfolgt haben. Donc tout d'abord un grand merci à la librairie. Je ne savais pas que vous me suiviez depuis tellement longtemps déjà. Umso besser, dass ich jetzt hier bin und jetzt fangen wir an. Et tant mieux que je suis là. Im Gegensatz zu anderen Lesungen wollten wir heute mal was anderes machen, also anderen Lesungen aus diesem Buch. Es gibt ja die normale Folge ist, dass Menschen, Handlungsträger formen die Wirklichkeit. Donc autrement que dans d'autres lectures qu'on a déjà faites pour ce livre, on voulait changer un petit peu le programme aujourd'hui. Normalement, il y a les personnages qui forment l'action du livre. Und jetzt in den Passagen, die wir lesen werden, ist es mal genau umgekehrt. Es gibt Situationen, es gibt Geschehnisse, die die Menschen formen, die mit in diesen Sachen involviert sind. Et cette fois, dans cette lecture, il y aura des situations et des événements qui vont former les personnages, les êtres humains. Und zur Einstimmung in diese Situation könnte man diesen Text, der so aus dem ersten Drittel des Buches kommt, als eine Art Intro betrachten. Et donc, pour vous permettre d'entrer dans le livre, on pourra regarder ce texte, l'introduction, qui provient du premier tiers du livre. Okay, dites-moi voilà. Si je parle pas assez fort. Hein. Okay. Alles und jeder drin verstrickt. Glück, Schicksal, Verhängnis, Dummheit. Dazwischen als zäher Mörtel den ganzen Schlammmassel auf Ewigkeit zusammenzuhalten. Die Hoffnung. Früher glaubte ich, Hoffnung sei das, was jeder bitter nötig habe, wie zum Weitermachen die Atemluft. Heute weiß ich, Hoffnung ist wie Flöhe, das Letzte, was jeder brauchen kann. Wer mit Flöhen sich niederlegt, so hätte Opa Henry gesagt, der steht mit Hunden wieder auf. Und hat, wie der Loetiker, Restzeitlebens was zum Erinnern. Solange, bis das Alter selbst so tragisch geworden ist, dass nichts mehr an Tragik solch Altsein überträfe und nichts, das für ein Mehr und Weiter in diesem Leben noch Taten, Opfer, Schmerzen rechtfertigen könnte. Und die Frage, sind alle Mühen, Anstrengungen, Auflehnungen gegen den Tod irgendwann nicht schlimmer als der Tod? Die Frage der Kinder und der Verzweifelten. Sie zieht mit dem Blaglicht ihrer Berechtigung auch die Schatten aus dem vorüberziehenden Menschengrau. Tout et chacun empêtré dedans. Chance, fatalité, malheur, bêtise, et pour combler les interstices entre eux, à la manière d'un mortier tenace essayant de faire tenir ensemble pour l'éternité tout ce méli-mélo, l'espoir.
Avant, je croyais que l'espoir était une extrême nécessité pour chacun d'entre nous, comme le souffle est indispensable à l'endurance. Aujourd'hui, je le sais, l'espoir, c'est comme les puces. C'est bien la dernière chose indispensable à chacun. Qui se couche avec les puces se lèvera avec les chiens, aurait dit Pépé Henry. Et comme le syphilitique, il aura de quoi se souvenir pour le restant de ses jours. Cela durera le temps que l'âge lui-même soit devenu une telle tragédie qu'il n'y aura plus rien de tragique à surpasser ce dernier âge, et plus rien qui justifie encore qu'on agisse, fasse des sacrifices, souffre pour un supplément et une prolongation de la vie. Et la question, ces peines, ces efforts, ces peines, ces efforts, ces révoltes contre la mort, au fond, ne sont-ils pas pire que la mort? Cette question que posent les enfants, elle est désespérée. Dans la lueur vacillante de sa justification, elle entraîne aussi derrière elle les ombres de la grisaille humaine qui passe. Da sind Sie nun in die richtig gute Laune versetzt worden. Donc ça vous donne la bonne humeur pour bien commencer. Donc je vais faire juste une courte introduction sur le roman. Je voulais juste faire un petit retour en arrière. Il y a presque 4 ans, on a fait en fait ici une soirée pour célébrer et parler du catalogue de Quidam Éditeur. On avait parlé d'un certain nombre de livres et Pascal nous avait parlé notamment de Renégat, roman du temps nerveux. Et à l'issue de cette soirée, donc, je me suis plongée dans ce livre. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai été extrêmement marquée par l'ampleur, par la puissance de ce roman. Mais la chose dont je voulais parler, une des choses qui me reste le plus, c'est que dès que je l'ai démarré, en fait, dès les premières pages, j'ai été happée et c'était une sensation physique. C'était une sensation qui va au-delà de la sensation normale de la lecture. Et ça, c'est lié à la langue et à la façon dont ces livres sont écrits. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureuse que Reinhard Thiergel soit là ce soir et Martine Raymond qui fait ce travail exceptionnel de traduction. Merci. Donc, ça... micro ici, parce que quelques semaines après cette fameuse soirée Quidam, il y a un libraire invité, puisque une fois par mois, il y a quelqu'un qu'on aime bien qui vient présenter des livres que lui aime chez Carib, qui a présenté Renégat, roman du temps nerveux. Il est là ce soir, c'est Nicolas Richard. Donc, c'est évidemment absolument impossible de résumer Le Silence. C'est un roman monument. L'histoire se déroule ou commence en tout cas au début des années 2000. Il y a un personnage central qui s'appelle Georg Heinrich et il a un autre prénom, Ferdinand Adam. Il est médecin à la retraite, il est veuf et il se rend à Francfort-sur-le-Main pour, avec son chien Max, c'est très important, pour rencontrer son fils Henri. Son fils Henri s'apprête à partir aux États-Unis où il va enseigner la littérature et la civilisation allemande dans une université. Le fils a souhaité en fait ces retrouvailles, mais avant tout pour voir le chien, puisque la relation entre les deux hommes est compliquée, on va s'en rendre compte rapidement. Et le personnage central, donc Georg, a été chargé par sa sœur Félicitas de remettre à Henri un album de photographies, un album ancien qui a été constitué à l'origine par la belle-mère de Georg. Donc Le Silence, ça retrace l'histoire autour de cet homme, Georg Adam, l'histoire de ses parents, l'histoire de ses enfants et l'histoire de 2 lignées dont est issue sa femme Henriette qui est décédée quelques années auparavant en l'an 2000. C'est une histoire qui est marquée par de très nombreux événements dramatiques familiaux, l'abandon du père, le meurtre, l'inceste, la honte. Et c'est une histoire labyrinthique où il y a de multiples récits familiaux qui sont entrelacés avec de la voix du héros et de très nombreuses voix donc qui vont venir relayer ça. Cet album photo contient normalement 100 photographies donc qui viennent de 2 branches de la famille. On a un arbre généalogique au début du livre qui sont issus de Prusse orientale et de Basse-Lusace. Ces 2 familles, elles se sont croisées pour la première fois en 1916 sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme. Et en fait, toute l'histoire de cette famille, qui est marquée par des événements, des catastrophes intimes,
Et aussi, elle ressemble à cette histoire, à une succession de guerres, de champs de bataille, et elle est intimement liée à l'histoire de l'Allemagne et à toute l'histoire du XXe siècle. Ça, c'est marqué évidemment par le fait que les deux branches de la famille se rencontrent au départ sur les champs de bataille, la bataille de la Somme, et par le fait, par exemple, que Felicitas, la sœur du personnage central, est née le 1er septembre 1939. L'album photo structure le roman. Il a 100 photos, il a 45 pages, auxquelles correspondent 45 chapitres. Ça permet d'unifier ce roman qui est polyphonique et comme un labyrinthe, et en même temps ça permet d'en avoir une lecture différente. On peut avoir une lecture du roman suivie au fil des pages, et il y a des renvois, on peut avoir une lecture différente par les voix qui se renvoient les unes aux autres. Un des points focaux des points centraux de cette histoire, c'est une propriété familiale qui est située dans un endroit fictif, je crois, qui s'appelle Talof. Cette propriété, en fait, au fil des années, au fil du siècle, les régimes qui se sont succédés, les entreprises ont essayé d'en exproprier la famille pour y installer une usine d'armement, pour exploiter la lignite. Et cette bataille contre l'expropriation, menée notamment en particulier par les femmes de la famille, est un des cœurs du roman. Une bataille qui est menée en s'opposant aux autorités et en utilisant la langue des autorités, la langue bureaucratique, qui est une langue morte, mais qui est la langue de ce combat-là, et qui s'oppose à la langue littéraire, à la langue du roman. C'est un roman exceptionnel, très expressionniste, c'est un roman policier, c'est un roman d'aventure, c'est un roman familial, psychologique. Par moments, ça vire sur le fantastique, c'est une empoignade avec la noirceur, l'ignorance, la rapacité humaine. Et c'est aussi un roman d'amour, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui traverse ce livre, qui est l'amour de Georg pour sa femme Henriette disparue. Voilà, le propos, vous l'avez compris, est d'une ampleur exceptionnelle, mais il y a aussi évidemment la force de la langue très singulière, qui est une langue qui est à la fois littéraire et esthétique, puisque Reinhard Tirgel désorthographie les mots. J'aime beaucoup ce verbe que j'ai appris grâce à Martine Raymond. Il utilise des signes typographiques, des carambolages de mots, des symboles mathématiques, la ponctuation, tout ça de manière totalement non conventionnelle. Et comme ça, il crée une expérience de lecture qui est totalement unique et qui engage autant l'œil que le cerveau. Et ça charge le récit en fait d'une intensité. C'est jamais gratuit. Et ça accentue à la fois la signification et la dimension émotionnelle du livre. Voilà. Donc c'est un monument d'une puissance rare. Et je voulais commencer par vous poser une question sur l'amplitude du livre, puisque donc ça couvre un siècle de catastrophes, un siècle d'histoire, un siècle de guerre. Et j'aimerais que vous parliez de ça, de votre intention première. Ja, also das oft erwähnte Fotoalbum ist in der Tat existent. Donc, l'album photo dont vous avez parlé existe réellement. Die 100 Fotos stimmen auch mit der Wirklichkeit überein. Ich habe das Glück gehabt, dieses Fotoalbum von 2 mir eigentlich eher unbekannten oder wenig bekannten Familien zu bekommen. Da war ich innerlich frei. Ich habe also keine großen emotionalen Beziehungen zu dieser ganzen Bagage gehabt und konnte also im Prinzip den Berichten über diese Familien frei zuhören. Unvoreingenommen. Ces 100 photographies aussi existent. Cet album de photos m'est venu de personnes qui n'étaient pas très proches de moi, donc je me sentais tout à fait libre d'écouter leurs récits au sujet de ces photos qu'on voyait dans l'album. Und es gab auch, wenn Sie so wollen, 2 Auslösemomente, die mich dann zum Schreiben wirklich gebracht haben. Il y avait 2 moments qui ont déclenché, à proprement parler, mon écriture. Das eine war, dass die Geschichte mit dem alten Mann und dem Hund, den Sie erwähnt haben schon. Das zweite aber, dass in diesem Fotoalbum waren einige Dokumente. Einer dieser, im Buch ist es der Walter, der Vorfahr, über den Krieg, über seine Kriegsteilnahme. Und da war, oder vielleicht sagen Sie das erstmal. Donc, il y avait l'histoire de l'homme et de son chien dont vous avez parlé, mais un autre document que j'ai trouvé dans l'album photo lui-même qui concerne le personnage Walter.
Et qui est en rapport avec sa participation à la Première Guerre mondiale. Und unter anderem war dort ein Zettel, also nicht größer als so, wo alle Schlachten, an denen dieser Mann im Ersten Weltkrieg teilgenommen hat, aufgezeichnet. Er wurde dann verwundet und das war dann das Ende dieses Zettels. Und diesen Zettel, wo im Grunde genommen das Schicksal eines Menschen wie auf einem Kassenbon vom Supermarkt steht, das war für mich oder ist für mich der Inbegriff des 20. Jahrhunderts. Et donc, ce document est une fiche qui a à peu près la taille, le format d'un bon de caisse de supermarché. Et sur cette fiche étaient répertoriées toutes les batailles auxquelles ce personnage avait participé, jusqu'au moment où il a été blessé si gravement qu'il n'a plus pu participer à la guerre. Et le fait qu'on pouvait résumer le destin d'un homme sur un bon de caisse était pour moi symbolique pour le XXe siècle. Und also diese Sachen habe ich auch am Anfang des Buches abgedruckt, diese Dokumente, weil es hat eine Bewandtnis damit. Diese Dokumente sind praktisch wie im Fluss der Geschichte Steine oder Markzeichen. Und der Fluss wird durch diese Originaldokumente aufgehalten, umgelenkt. Das heißt aber, dass ich, der Schreiber und der Leser dieses Buches nicht ausweichen kann. Also er muss teilnehmen, ob er will oder nicht. Et donc, j'avais choisi d'imprimer au début du livre tous ces documents parce que je les ai regardés comme des pierres ou des marques dans le flux de l'histoire qui faisaient que, en tant que lecteur, je voyais que l'histoire était détournée par ces pierres et ces marques et c'était une chose inévitable, il fallait les suivre. Es sind sozusagen Initiationszentren für Geschichten. Donc, ce sont und für Lebensweisen. Des centres d'initiation pour l'histoire et pour des manières de vivre. Etwas anderes kam noch hinzu, eine Eigenart, besondere Art des Fotoalbums. Et puis, il y avait cette particularité de l'album photo. Es waren natürlich, wie Sie sich vorstellen können, es waren keine künstlerisch wertvollen Fotografien. Das waren so diese Familienknipsarbeiten, die man hat mit den Familien drauf. Aber besonders war, es ist nicht chronologisch, die Reihenfolge. Es sind in ganz merkwürdigen Abfolgen. Zum Beispiel ein Foto, ich habe sie durchnummeriert, 51, findet seine Fortsetzung erst auf dem Foto 76. Die chronologische Abfolge. Ist okay? Ja, natürlich. Okay. nicht so schnell, bitte nicht überrollen. Donc ces photographies n'ont pas de valeur artistique du tout, sont simplement des photos de famille, mais ils se suivent pas chronologiquement et je l'ai constaté en numérotant les photographies. Par exemple, la photo numéro 51 raconte quelque chose, un événement qui après est repris par la photo 76 et donc il y a des ruptures chronologiques dans ces photos. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich der Grund der Willkür, dass die Fotos einfach so zusammengewürfelt aufgeklebt wurden, eigentlich ausfällt, sondern ich glaube, da ist eine bestimmte Strategie damit verbunden von der Macherin des Albums, die ich nicht mehr fragen konnte. Sie war verstorben seit langen Jahren, bevor ich das Fotoalbum kennenlernte. Ich glaube, dass mit dieser zeitversetzten und achronischen und achronologischen Reihenfolge innerfamiliäre Geschichten erzählt werden. Also Mahnungen, Bündnisse, Intrigen, dieses ganze Zeug, was in Familien abfindet und als weitergereichtes Buch an die Nachkommen. Also als, sagen wir mal, als innerfamiliäre Bibel gedacht war. Das ist mir sehr deutlich geworden dabei. Et donc je me suis interrogée sur le fait que ce n'était pas dans l'ordre chronologique et j'ai constaté que c'était pas du tout dû au hasard et que c'était une volonté délibérée de la femme qui a fait cet album de photos, mais que je ne pouvais plus interroger sur le sujet parce qu'elle était déjà morte. Mais j'ai compris que le livre fonctionnait pour la famille elle-même, pour raconter des histoires, pour donner des avis, pour raconter des alliances ou des intrigues, et était destiné à la descendance de cette famille comme une sorte de Bible familiale. Und damit hat die Macherin des Albums
einen Gestus der Obrigkeit übernommen. Das heißt, sie hat eine Weisung gegeben. Sie gibt eine Anweisung für alle folgenden Mitglieder. Sie hat im Grunde genommen sich, obwohl die ganzen Menschen, die in dem Album vorkommen, nie der Kommandohöhe angehört haben, sondern sie sind die untere Schicht, die Untrigkeit, die also im Grunde genommen, in die immer Texte, Befehle eingeprägt werden und die dann zu reagieren haben. Also siehe die Macht der Minderheiten und die Macht der Ausgeschlossenen und so. Ja? Also, et donc, cette façon de procéder est un geste d'autorité. C'est elle qui décide ça pour les membres, pour la descendance. Donc, c'est une façon de prendre les commandes alors que les personnages représentés sont vraiment ceux qui reçoivent les ordres et qui doivent réagir et les exécuter. Und ein Kernpunkt, das hatten Sie schon erwähnt am Anfang, ist in der Tat dieser innerfamiliäre Kampf um das Anwesen. Haus und Grundstück. Eigentlich sind es zwei Häuser. Es ist einmal der Kaufladen, der Kaufmannsladen in einer Kleinstadt, einer Garnisonsstadt bei Berlin und dann auf dem Dorf Thalow diese Bauerei. Et vous l'avez dit tout à l'heure, un autre point central est la lutte pour cette maison. Et en fait, ce sont deux maisons, une boutique dans une petite ville de province près de Berlin et ce domaine près de Thalow. Et évidemment, il s'agit de conserver ces maisons et le territoire autour. Und Anwesen, also Grund und Boden, Immobilie, ist ja von jeher eigentlich ein Symbol für Lebenssicherheit. Et le bien immobilier est depuis toujours un symbole pour la sécurité de vie. Also bis auf den heutigen Tag. Und deswegen konnte ja im Prinzip eine Immobilienkrise in den USA eine Weltwirtschaftskrise auslösen. Also ein real existierendes Grund- und Bodenkapital konnte das virtuelle Kapital mühelos in die Verzweiflung treiben. Et c'est pour ça la crise immobilière aux États-Unis a pu provoquer la crise financière et économique parce qu'en fait, le capital réel pouvait venir à bout du capital virtuel sans problème. Und um diesen Kampf vielleicht abzubilden, um das Haus, um das Anwesen, der sich wirklich fast über 100 Jahre in der Familie fortgesetzt hat. Da können wir doch jetzt mal was lesen. Ja. Et pour représenter cette lutte autour de cette maison qui a duré presque une centaine d'années, on va écouter un nouveau extrait du texte. Hier zunächst in den Anfangsmonaten. Okay. Pour commencer, au premier mois de la guerre, quand les fleurs criardes de la victoire poussaient tout en feuilles, Hedwig se garda bien de faire des emprunts de guerre, de convertir terres et biens en un argent dont jamais personne ne reverrait la couleur. À l'empereur ce qui est à l'empereur, mais pas un pfennig de plus. Ma terre, c'est aussi celle de mon mari, et je ne la vendrai sûrement pas. La ruine évitée et l'un des fils Werner sauvé de la guerre en même temps que la ferme. Votre fils, Johannes, perdu dans la bataille des Flandres en 1916. En recevant la lettre du commandant de la région militaire de Mathildenburg, des larmes, quelques instants de silence. Le papier froissé entre deux mains tremblantes, puis ces mêmes mains essuyèrent les larmes, posèrent la lettre sur la table de la cuisine à côté du pain, la défroissèrent et la rangèrent avec les documents personnels. Un fils mort, ça a de la valeur auprès des services administratifs. Après quoi, d'un geste énergique, la femme et veuve noua plus fort son foulard sous son menton. Car cette guerre non seulement avait pris un fils à cette femme, mais l'avait aussi privé des métayers pour cultiver sa terre. Aucun n'en revint. Werner, le fils aîné, rentra invalide et se montrait peu enthousiaste à travailler sur la propriété de sa mère à Thalow. Il semblait aussi que la guerre avait accentué un trait très bien présent Il semblait aussi que la guerre avait accentué un trait bien présent chez lui depuis toujours, sa manie de faire le grand monsieur. La fréquentation de ce Wilhelm Schneidereit était une épine dans le pied d'Hedwig. Elle ne pressentait rien de bon pour son fils. Il n'y avait que la fille Friederike pour combler les espoirs de la mère. Elle était restée à la ferme, avait en 1919 épousé Paul, le compagnon menuisier, son cadet de 9 ans. Celui-ci avait fait son apprentissage à la menuiserie et s'était trouvé trop jeune à l'époque pour aller verser son sang au front. Une guerre laisse toujours derrière elle les vieillards et les hommes vigoureux. Même si c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, il n'est de feu que de bois vert.
Hedwig conseilla à Friederike de choisir le bois vert, et dès lors les deux jeunes gens l'aidèrent du mieux qu'ils le pouvaient au champ et à la maison. En d'autres temps, ce mariage avec un homme plus jeune de 9 ans eût fait scandale dans la bourgade. Les gens auraient cassé du sucre sur le dos du couple et brisé en même temps la bonne réputation de la famille, si bien que les deux jeunes mariés n'auraient eu jadis d'autre alternative que de quitter le village sous les cris d'insultes et d'opprobre. Déjà, quand Hedwig avait pris pour époux un homme plus jeune de 6 ans, les langues du village de Tallot avaient fait passer le couple sous les fourches codines. Mais désormais les gens s'étaient pris une bonne raclée, ils avaient faim et d'autres soucis. Hedwig continuait de s'en faire pour son fils Werner, qui se fichait autant de la guerre villageoise que des plans de sa mère. Qu'à son retour de la guerre, il aille justement chercher du travail dans l'exploitation horticole Wolf, où il avait terminé son apprentissage, et pas dans une autre, voilà qui faisait mal à Hedwig. Mais elle gardait pour elle ses reproches. Elle voyait bien que son fils avait besoin d'argent, et de plus d'argent, de beaucoup plus d'argent qu'elle aurait pu en réunir jamais. Elle le comprit quand il vint la trouver un jour. « Maman, il faut que je te parle de quelque chose. » Et devait se confirmer ce qu'Hedwig avait déjà pressenti, son fils Werner, l'irréductible qui possédait ses yeux particuliers, l'héritage, la tare de la famille, ou plutôt le défaut de tissage et d'écriture dans la bénédiction familiale, assailli par cette forme de fièvre qui apparemment ne se transmet que par contagion, était, en la personne de ce Wilhelm Schneidereit, tombé entre les mains de drôles de gens et parvenus et de leur manigance obscure et affaires risquées. Elle requéra son fils, mais auparavant, d'un geste énergique, la femme noua plus fort son foulard sous le menton. La guerre d'Edwige combattait d'autres ennemis, mais à force de se battre pour sa propriété, les biens qu'elle possédait allaient diminuant, ses moyens emportés comme sable fin par le vent. Toute mon argenterie est passée, se plaignit-elle à moi un jour. Les bijoux et tout ce que m'ont donné mes parents, envolés pour les juges. Et mon droit, il est où? Puis elle se tut, mais elle refusait de baisser les bras. Jamais, à aucun prix. Et à la même époque, elle entreprit d'agir encore d'une autre façon, avec une persévérance mystérieuse. Elle se mit à retourner le champ à la force des poignets, bien plus souvent que nécessaire et en toute saison, et on la voyait labourer en profondeur les quelques arpents de terre qui lui appartenaient encore. Le plus frappant était qu'elle ne s'y mettait qu'au jour de brouillard ou à l'heure du crépuscule. Un mystère. Les gens supputèrent l'étiolement de sa raison. Les ombres se mirent à grandir autour d'elle, remplirent la maison de minuit, et les traits d'une écriture indéchiffrable se lisaient sur son visage. Seule dans ses yeux luisait parfois une dure lueur argentée. Sentait-elle déjà venir sa mort prochaine? Jamais elle ne fournit d'explication sur son étrange activité. Et effectivement, à la fin, provisoire une fois de plus, de sa guerre toute personnelle, et au bout d'une longue journée de travail au jardin, Hedwig Basque enfila dans l'après-midi sa chemise de nuit en coton et se mit au lit sans un mot. Elle ne devait plus se relever. Elle ne voulait plus se relever. C'est probablement une gymnastique tenace des décennies durant entre sa table de cuisine, sa misérable exploitation et le tribunal administratif qui maintint cette femme en vie aussi longtemps, la laissant survivre à son mari de 33 ans. Et autre chose encore, elle ne faisait pas confiance à son fils Werner. Elle ne laissa rien, absolument rien de ce qu'elle possédait. Fille de sa fille Friederike, l'héritière de ses terres et biens. Et probablement craignait-elle que celle-ci, 10 ans plus tôt, elle avait donné naissance à Peter Paul, un enfant chétif et nerveux, ne se montre trop faible et docile, trop encline à céder dans ce combat sans fin, livré autour de sa propriété. Hedwig le redouta jusqu'à sa dernière heure. « Seigneur, donne-lui la force » s'écria-t-elle sur son lit de mort. Et d'un geste fulgurant, on aurait dit que ses deux bras de vieillarde cherchaient à fendre l'air, elle bénit tous ceux qui l'entouraient. Une fois encore, la voix de la vieille femme s'éleva, prononçant ces mots incompréhensibles pour nous alors. « Occupez-vous de la maison, labourez les champs et retournez la terre du jardin, mais ne partez jamais d'ici pour aller vivre ailleurs. Même si vous êtes dans la misère la plus noire, creusez plus en profondeur les champs et le jardin, creusez, creusez. » Et d'un râle crépitant, elle rassembla son souffle, inspirant pour accomplir la grande tâche. Avec la même énergie employée de son vivant pour éloigner la mort, elle écarta d'elle sa vie en mourant, et ainsi cette femme s'éteignit-elle à la fin de l'automne 1941. Sa fille m'avait prié de venir. Je me tenais près du lit de mort, les mains de l'agonisante dans les miennes. Maintenant, je lui fermais les yeux. « Mais as-tu entendu ce que la femme a crié dans ces derniers instants ?»
Elle ne suppliait pas Dieu de lui donner la force, non, mais de la lui donner à elle, à sa fille. Le Seigneur devait donner la force à Frédérique, l'héritière qui en aurait grand besoin dans cette guerre, comme tu le sais déjà toi-même. Le confirmant réprime un bâillement. Et l'exhortation de la mourante à retourner champs et jardins, et ce que cela signifiait, le fait que ces paroles ne provenaient pas de la raison vacillante de cette femme à l'agonie, nous ne devions en comprendre le sens que bien des années plus tard. Ja, und das werden wir auch noch hören, was es damit auf sich hat. Bitte verzweifeln Sie nicht über diese vielen Eigennamen, die jetzt hier in diesem Text aufgekreuzt sind. Man muss diese ganzen Geschichten jetzt für das Verständnis dessen, was sich hier abspielt, nicht unbedingt kennen. Donc ne désespérez pas à cause de tous ces noms propres que vous venez d'entendre. Il ne faut pas connaître pour suivre le débat toutes ces histoires. Et ce qui va se passer ensuite, vous allez aussi l'apprendre. Also die Schachfiguren sind aufgestellt, die Sache ist anbereitet und jetzt kann eigentlich das Schicksal kommen. Donc les pions sont placés sur l'échiquier et tout est préparé et le destin peut maintenant agir. Je voulais, en écho à ce qu'on vient d'entendre, poser une question sur la question de l'héritage, qui est complexe et centrale dans le livre. La question de l'héritage, il y a à la fois la peur de perdre l'héritage matériel, notamment la malédiction et la menace permanente de dépossession de cette propriété de Talos, on dit, et puis en même temps la peur de transmettre un héritage génétique ou moral qui est problématique. Notamment dans la relation entre Georg et Henri au début, la paternité et l'héritage entre ces deux-là, mais entre d'autres personnages aussi est problématique. Donc j'aurais voulu que vous nous parliez de ce thème-là. Also dieses Erbe in Gestalt des Anwesens in diesem Dorf, das hat ja innerhalb der Familie, es klang kurz an, verschiedene Bedeutungen bekommen. Nicht für die Alten, aber für sowas wie den Sohn, den Werner. Donc ce domaine dont on a déjà parlé a eu plusieurs significations, pas pour les anciens, pas pour les vieux, mais pour des personnages comme Werner de la génération suivante. Und so musste diese Hedwig eigentlich einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Sie musste gegen die äußeren Machenschaften von Staates- oder anderer Privatseite kämpfen, um das Anwesen zu erhalten. Und sie musste innen in der Familie gegen oder mit oder für diesen Sohn kämpfen, diesen Werner, der von der großen Welt träumte, von Reichtum, von gesellschaftlicher Anerkennung, von Aufstieg, und aber eben nicht von so einer Bauernklitsche. Et donc Hedwige, la propriétaire, elle devait mener une guerre sur deux fronts différents, à la fois contre les États qui voulaient l'exproprier et à l'intérieur de sa famille contre ou pour son fils qui rêvait de grandeur, de richesse et d'ascension sociale, mais qui ne rêvait pas de conserver un terrain paysan dans un petit village. Das ist eigentlich immer ein Zeichen für, ja, wie soll man sagen, für friedliche Zeiten, wenn ein Grund- und Bodenbesitz relativen geringen Wert besitzt, während in Krisenzeiten Grund und Boden aufschießen zu einem richtigen Wert. Donc le fait qu'un terrain a peu de valeur est signe d'une époque paisible, alors que pendant les temps de crise ou de guerre, les terrains, la propriété immobilière monte toujours énormément en valeur. Und so geschieht es auch mit diesem Haus. Wir werden einige kurze Szenen daraus noch hören, wie dieser Bedeutungswandel innerhalb der Familie sich vollzieht. Zum Beispiel nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist dieses Haus praktisch ein Refugium für aus Ostgebieten vertriebene Familienteile. Donc la valeur de cette maison va au cours du roman beaucoup évoluer, beaucoup changer. Après la Seconde Guerre mondiale, la maison devient un refuge pour tout autre membre de famille chassé des terrains à l'Est. In diesem Buch spielt auch über eine ganz bestimmte Strecke eine Figur eine Rolle. Das ist dieser Pfarrer Brickrau. Donc, au cours de l'histoire, il y a un personnage très important qui joue un rôle de premier plan. C'est un pasteur qui s'appelle Brickrau. Der hat nämlich damals, das war noch während der NS-Zeit, die beiden Waisenkinder, Georg und Felicitas,
aus diesem fürchterlichen, also wirklich wie eine Strafanstalt geführten Waisenhaus befreit und hat sie adoptiert. Et ce pasteur a adopté les deux personnages principaux, Georg et Felicitas, à l'époque nazie où ils étaient dans un orphelinat, parce qu'ils étaient orphelins de père et de mère. Er hat auch nach dem Krieg weiter Kontakt zu diesen Ziehkindern bekommen und gehalten. Et après la guerre, il a conservé le contact avec ses enfants adoptés. Und es gibt hier eine Geschichte, die jetzt mit dem zuletzt gehörten Text zu tun hat. Il y a une histoire qui est en rapport avec le dernier texte lu. Als nämlich der Pfarrer dem Sohn Georg, also dem Ziehsohn Georg, der 14 Jahre ist, eigentlich sollte er ihm Konfirmandenunterricht geben. Aber dieser etwas anarchistisch veranlagte Pfarrer macht ganz was anderes. Et donc, il parle à Georg qui, à l'époque de cet entretien, a 14 ans et en fait, il devrait lui enseigner la religion. Mais comme c'est un anarchiste, il fait tout à fait autre chose. Auf der einen Seite hilft er der Familie beim Abfassen von diesen, Sie haben es gesagt, diesen bürokratischen Texten, die wirklich die Sprache des Todes sind, weil diese Sprache unlebendig ist, aber sie hat eine Wirkung. Genau wie Bakterien, die aus Gräbern kommen, hat sie eine Wirkung in der realen Welt. Et donc, il aide cette famille à formuler les requêtes dans ce langage de l'administration, qui est un langage de la mort, un petit peu comme des bactéries qui montent des tombes. Und er hilft also dieser Nachfolgerin der Friederike, der Nachfolgerin von der Hedwig, diese Schreiben aufzusetzen. Und es gibt im Buch eine Passage, ich weiß jetzt nicht, wo das steht, wo in Tabellenform aus drei verschiedenen Reichen, drei verschiedene, wie soll man sagen, Floskeln, die man also abzufassen hat, um bei den Ämtern Wirkung zu erzeugen. Et donc, il aide Frédéric, qui est la fille d'Edwige, qui donc continue cette lutte à formuler ses requêtes. Et à un endroit du livre, je ne sais pas où exactement, il y a un tableau qui montre les formules à employer dans les écrits, dans les requêtes pour les administrations. Das ist einmal aus der Hitlerzeit ein typischer Text, dann einer aus der DDR-Zeit und einer von heute. Donc, il y a un texte de l'époque nazie, un texte de l'époque de la RDA et un texte qui date d'aujourd'hui. Und ich habe mir mal bei einer Lesung den Spaß gemacht. Wir hatten 3 Stimmen zur Verfügung. Wir haben diesen Text als Synchrontext gelesen. Und, Et lors d'une lecture, je me suis permis de lire. On était 3 à pouvoir lire en simultané ces 3 Colonnes. Das war ein so grauenhafter Gesang, der sich da hergestellt hat. Weil es sind diese ganzen, Sie können sich das vorstellen, das ist dann, wenn 3 Leute zur gleichen Zeit verschiedene Texte lesen, dann bildet sich so eine stehende Welle manchmal von Floskeln. Nichtssagenden Floskeln einfach, aber die genau diese Wirkung haben mussten, sonst wäre nie was passiert. Und zum Schluss, der Abschiedsgruß war dann, ich weiß nicht, von der Heil Hitler, mit sozialistischem Gruß und mit freundlichen Grüßen. Das ist dann sozusagen, wenn das nicht kam, war alles umsonst. Et donc, lors de cette lecture, c'était absolument terrible parce que, en lisant en simultané ces 3 formules tout à fait vides, se crée une sorte de chant extrêmement étrange. Et bien sûr, à la fin, on a tous lu les formules de fin de récit. Peut-être tu peux les lire en français. Donc ça ferait comme un espèce de chœur qui arriverait et qui dirait à la fin « Heil Hitler, avec mes salutations socialistes, veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées ». Et si ces 3 formules n'étaient pas bien en place, ça n'avait aucun sens d'envoyer la requête. Was nicht heißt, dass diese 3 Systeme identisch sind. Das will ich damit nicht sagen. Nur die Angriffe auf das private Vermögen, auf die Privatpersonen selber, die sind identisch oder vergleichbar. Donc, je ne veux pas dire que ces 3 systèmes seraient identiques, mais les agressions, les attaques de la propriété privée ont été menées par les 3 systèmes d'une façon tout à fait comparable. Ich weiß nicht, kennen Sie von Foucault diese kleine Schrift, Das Leben der infamen Menschen? Kennen Sie das? Peut-être vous connaissez de Foucault La vie des hommes infâmes. Und darin hat er eher zufällig, als er in Archiven gearbeitet hat, Briefe gefunden aus dem 19. und 18. Jahrhundert
von einfachen Menschen, die genau so funktioniert haben, die an die Obrigkeit Bittbriefe, Denunziationen, Verleumdungen, alles mögliche, Anzeigen geschrieben haben, die manchmal nicht wussten, was sie schreiben. Das Einzige, was ihnen bewusst war, dass sie so schreiben müssen und nicht anders, um etwas zu bewirken. Et dans ce livre, Foucault avait trouvé des lettres du XVIIIe et du XIXe siècle formulées par des gens très simples qui souvent savaient même pas ce qu'ils devaient écrire, mais qui avaient conscience qu'ils devaient écrire exactement dans ce langage-là pour faire les dénonciations, pour faire leurs requêtes, pour que ces écrits auraient un effet. Jetzt haben wir uns eingestimmt. Voilà, on est tous en accord. Wenn Sie Lust haben, können wir noch jetzt dazugehörige Szenen Ihnen vorstellen. Et si vous avez envie, on peut vous présenter encore quelques scènes en rapport avec tout cela. Also wir befinden uns jetzt in der Situation, dass dieser merkwürdige Pfarrer dem Ziehsohn den Konfirmandenunterricht, der keiner ist, geben will. Und er erzählt jetzt etwas. Hier. Et donc, pour le passage qui va être lu, c'est le pasteur qui est avec son fils adoptif de 14 ans et au lieu de lui enseigner la religion, il lui raconte autre chose. Und Sie erinnern sich noch an diese Hedwig, die auf dem Feld rumgekrochen ist, aus merkwürdigen Gründen und dann gestorben ist? Et vous vous rappelez peut-être du personnage Edwige qui a travaillé le champ à des jours de brouillard et qui a travaillé son jardin quand plus personne était là. Also, die Konfirmandenstunde. Der Krieg, höre ich nun über mehr als 5 Jahrzehnte hinweg den Pfarrer starr lächelnd weiterreden. Der Krieg als der Vater aller Dinge, somit auch Vater und Fatum aller Schatzgräber. Denn wohl keiner der Verwandten, der Hedwigs Sterbelager umstand, hatte ihre Worte vom Pflügen und Graben ernst genommen, somit waren Hedwigs letzte Worte rasch vergessen. Auch ich zugegeben, hatte diese Äußerungen allein dem schwindenden Sinn einer Sterbenden zugedacht. Redlichkeit und schwerer, erdhafter Wille bis zuletzt, dachte ich, doch schon einige Handbreit vom Ufer des Lebens entfernt. Ich sollte den Sinn ihrer Worte später verstehen. Ceux qui naguère avaient pris à bail la menuiserie et les terres d'Edwige avaient rejoint le champ de bataille et y étaient restés. Aucun d'entre eux ne revint de la guerre. L'atelier était vide, les champs en friche, abandonnés aux mauvaises herbes. Car Frédérica, toute seule, ne pouvait pas diriger la ferme. Paul, son mari, avait lui aussi été expédié sur le front russe. En outre, elle avait suffisamment de soucis avec leur fils unique, Peter Paul, alors âgé de 12 ans, mais en paraissant 8, toujours maladif et même inapte à servir comme auxiliaire dans l'armée de l'air. Les bombardements. Au début seulement à la faveur de l'obscurité, puis sur l'horizon à l'ouest, des lames de lumière liées en faisceaux blancs balayant d'un geste hystérique le ciel de maintes nuits claires, suivi de la lueur rougeâtre comme si une plaie se rouvrait à répétition, son sang giclant sur les ténèbres du ciel. C'est Berlin. Et décrivant de grandes boucles après s'être déchargés de leurs bombes, il a dit déchargés. Les escadrons anglais et américains regagnent leur base en survolant notre pays ici. La nuit, l'on entend alors un chant s'élever dans le ciel, de plus en plus assourdissant, comme si le cœur des morts tombés sur tous les fronts s'enflait en crescendo réclamant vengeance. Il a dit enflé. Puis l'ensemble lyrique des machines sont peu à peu dans les nuits impies. Plus tard, Dies Irae se manifesta aussi en plein jour, véritable cimetière militaire volant, les escadrilles tracent des croix de métal sur les couleurs du ciel, impassibles, régulières. Et bien des fois, certains avions ont encore des bombes à leur bord. Il faut les lâcher. Il a dit lâcher, car le carburant viendra vite à manquer à cause de cette charge, et ils ne réussiront plus à regagner leur base en Belgique ou de l'autre côté de la Manche. Le ciel nocturne du 27 novembre 1943, dans le rougeoiement des flammes jaillissant au-dessus de la ville de Berlin, vu d'ici, de la plaine non loin de l'odeur, un panorama fantomatique et muet. Feu, sang et tous les bruits, appels, cris, hurlements de sirènes, détonations, murs qui explosent, vitres qui volent, éclats de verre amoncelés, et le chant aigu des bombardiers, semblent étouffés, muets, brûlés. Rien ne parvient jusqu'ici du combat mortel d'une ville, véritable fourmilière d'hommes entassés à touche-touche dans les caves bunkers, rien de la puanteur des incendies, rien des tympaniques flatulences de tout ce qui peut brûler,
mobilier, grenier, bitume, chair, peau, poils humains et pelage, rien ne se ferait un chemin jusqu'à la campagne, hormis une escadrille de bombardiers qui dessinent une fois de plus de grandes boucles au-dessus de nos têtes pour s'envoler dans la nuit vers l'ouest. Rien, hormis l'éclatement de quelques bombes à la périphérie de Talop, larguer son but, explosant sur un beau coteau de pin et dans un champ. Le bois d'Edwige, le sang d'Edwige. Mais voilà 2 ans déjà qu'Edwige est morte. Pleine d'anxiété, sa fille Frédérique, seule héritière du domaine, guette dans la maison toute proche le lever du jour, afin d'évaluer de ses propres yeux les dégâts causés par les bombardements durant la nuit. Bien que fortement ébranlée par les détonations jusque dans ses fondations, la maison d'habitation est heureusement intacte. Mais la menuiserie, mais les bois et champs. Sie haben vielleicht gesehen, dass ich immer hier so heimlich mitlese, wenn die beiden auf Französisch den Text lesen. Das hat einfach damit zu tun, und das ist das Erstaunliche von Martins Übersetzung, also wirklich das Wunderbare, dass ich, der wirklich kein Wort Französisch spricht, leider. Deswegen habe ich die fantastische Übersetzerin Cornelia Geiser an meiner Seite, die mir hilft, mich ihnen verständlich zu machen, dass ich aber trotzdem im Text merke, am Rhythmus, am Klang, ja am Rhythmus eigentlich, der Syntax, an welcher Stelle wir uns befinden. Und dass also diese beiden so verschiedenen Sprachen in diesem Sinne, in diesem rhythmischen, in diesem, sagen wir mal, durchaus liedhaften Sinne zusammenkommen können, das ist ihrer großartigen Übersetzung zu danken. Und also chapeau. Donc vous l'avez peut-être remarqué que je regarde toujours un peu clandestinement le texte en allemand pendant les lectures en français. Et je dois dire, bien que je ne parle pas du tout le français, comme vous l'avez tous remarqué, je peux suivre où on est, à quel endroit, parce qu'il y a cette affinité de rythme et de sonorité des 2 langues grâce à cette merveilleuse traduction de Martine Raymond. Donc c'est comme une mélodie qui se crée et qui me permet de suivre le texte dans cette autre langue que je ne comprends même pas. Et voilà, chapeau pour Martine. On peut dire que Martine, c'est vraiment le co-auteur de ce livre. Le travail qui est fait en français est absolument extraordinaire. Le travail sur la langue, l'abnégation que ce texte a demandé, enfin que tous les textes de Reinhardt exigent. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec elle. Et puis j'aimerais bien vraiment que voilà, tu nous parles de ton travail et de ta confrontation avec le texte de Reinhardt. Et puis peut-être en quelques mots, tu nous fasses la démonstration aussi de tout ce que ce travail sur la langue implique. Alors j'aimerais dire que, bon, bien sûr que c'est un travail qui exige beaucoup d'abnégation, le mot est fort, parce que c'est une souffrance que j'ai librement choisie. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment... c'est douloureux, bien sûr, c'est douloureux, mais c'est en même temps très jouissif parce que vous avez entendu là une langue à l'oral. Mais ce qui est très intéressant chez Reinhard Tiergel, c'est que c'est aussi une langue graphique à laquelle il a fallu me confronter. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la première fois son texte Die Unvollendeten, donc qui est devenu en français Les Inachevés, c'est tout d'abord, j'ai été frappée par le visuel. C'est-à-dire, c'était une langue que je voyais, et les signes qui arrivent complètement de façon un peu curieuse, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire là? Il y a des points d'interrogation, ils sont pas là où on les attend, les points de suspension, il y a 5 points, comment ça se fait? Tout ça, en tant que lectrice, puisque je suis d'abord lectrice avant d'être traductrice, ça m'avait interpellée, ça m'avait parlé. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passait, un peu comme disait Marianne dans l'introduction, c'est une lecture physique. Et je me souviens d'un article qui était paru dans le Matricule des Anges, où Sophie Deltin parlait d'une véritable sommation au corps. C'est-à-dire, c'est le corps, c'est les sens, tout travail. Quand vous lisez Reinhard Tiergel, premièrement, vous ne pouvez pas être passif, c'est impossible. Parce que
je dis toujours, c'est un lecteur un écrivain qui rend sa liberté de penser au lecteur. C'est-à-dire, ça suscitera une réaction. Elle peut être positive, elle peut être négative. Comme moi, quand je suis dans ce texte, je travaille avec, je travaille contre, je travaille à côté. J'essaye de faire au mieux pour ne pas le trahir, de l'accompagner dans ce rythme, dans cette graphie. Et donc, ça nécessite forcément une forme d'invention, oui, il faut réécrire, il faut désorthographier, il faut oser des choses qu'on n'ose pas en se disant ah mais c'est pas la grammaire, c'est pas comme si, c'est pas. Alors je dois me faire violence parce que c'est peut-être une erreur, mais parfois j'ai encore l'éclairage de mon enseignement scolaire qui vient derrière et qui me dit Achtung, attention, mais il faut les bousculer. Je crois que une vraie littérature, c'est celle qui déjà vous donne un coup de poing dans le ventre et puis ensuite ça vous bouscule dans vos habitudes. Et souvent on me dit au début, certains lecteurs disaient ah mais c'est difficile à lire, moi je comprends pas, il faut que je fasse un effort surhumain pour rentrer là-dedans, et puis alors je perds, et puis qu'est-ce qu'il vient faire là et tout. Je dis mais vous oubliez tout ça, vous faites une lecture intérieure à voix haute et vous verrez que ça marche. Et en faisant cette lecture intérieure à voix haute, eh bien, il y a tout un tas de signifiants qui vont venir, de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et puis, quand vous verrez une femme maigre, spartiate, avare, eh bien, vous comprendrez pourquoi il utilise le chiffre 1. Et Reinhard vous expliquera ça beaucoup mieux que moi, son procédé d'écriture. Mais c'est vrai que c'est à la fois un jeu, c'est plaisant, le plus difficile, ça va être de traduire et non pas d'interpréter ce que dit c'est vite dit, on fait une périphrase et puis hop, ça y est, le tour est joué et puis basta quoi. Enfin, mais c'est pas ça. Ça serait bien qu'on voit tout de suite Est-ce qu'on fait des exemples ou on fait tout de suite le style je sais plus. Alors là, j'ai le document avec. Voilà. Alors oui, on a pensé avec le libraire que ce serait bien de vous projeter puisque nous sommes aussi dans une écriture spectacle en quelque sorte, mais visuelle. Donc il faut voir ça comme une comment dire. Si vous pouviez réduire encore un tout petit peu. Oui, grossir, oui, mais non, parce qu'il faut avoir d'abord une vue d'ensemble, réduire un petit peu pour voir. Et vous ne lisez pas le texte, surtout vous ne lisez pas le texte, vous regardez simplement. Ça, par exemple, c'est le tout premier roman qui a été publié de Reinhard Jirgel chez Aufbau Verlag. Donc c'est Mutter Vater Roman. Et vous voyez donc une écriture, somme toute, enfin, graphiquement, c'est quelque chose d'assez convenu, je dirais, de traditionnel. Il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu l'œuvre d'Arnaud Schmitt, il y a effectivement ces entrées de paragraphes en majuscules qui rappellent cette italique aussi. Donc c'est une œuvre du début. Donc ensuite, toujours dans les œuvres du début, vous avez la pièce de théâtre Clytemnestra Hermaphrodite qui sera suivie d'une autre œuvre de théâtre qui s'appelle Mama Papa Zombie. Donc là vous voyez le prologue. Donc c'est ce qui met en scène ce personnage dont on va suivre un petit peu l'histoire. Enfin, chaotique. Vous avez donc le prologue avec des didascalies, des choses très, très simples, les coups de fouet, donc qui intervient, et puis vous voyez déjà qu'il y a des points d'interrogation qui sont en début se souvenir de quoi, d'érection et de muqueuse, le fameux signe, le fameux mot ET que Reinhard Jirgel écrit de 5 manières différentes et qui ont donc 5 significations différentes en fonction du contexte. En fonction du contexte, et donc il faut le respecter. Donc vous voyez, et puis bon, c'est quand même une langue très, rien n'est certain, tout est possible, tout est rien, divisé dès l'origine. Il y a un flot narratif déjà qui s'installe, rien qu'avec juste des petits mots comme ça, des petites scansions. Et donc on va passer à une partie suivante, donc poursuivons, et tout d'un coup dans un texte de théâtre, on retrouve ça. Un texte complètement déjanté quand on le voit comme ça en allemand, mais qui
on voit un rythme, et ce texte raconte, si on veut, la première relation sexuelle qu'ont un jeune homme et une jeune fille. Et en même temps, il joue sur plein de choses, parce que bon, ils sont installés dans un restaurant, dans une espèce de quartier de grands blocs, et puis il y a cette ironie sur la langue, et puis ces allusions sexuelles, les vieux qui sont autour de la table, qui se moquent des jeunes, enfin, et puis il y a ce souffle, il y a ce rythme, et on le voit graphiquement. Il y a des bégaiements, il y a des souffles coupés. Donc, c'est donc dans la pièce de théâtre. C'est curieux d'avoir des textes en prose, alors qu'il y a, vous verrez après, quand commence le texte même. Donc là, c'est une espèce de réécriture du mythe de Clytemnestre. Hein. Le personnage de Clytemnestre, la femme meurtrière, en fin de compte, va être le personnage des deux pièces de théâtre. Clytemnestre, la femme mûre, et dans la deuxième pièce de théâtre, c'est une enfant de 11 ans qui va devenir meurtrière, qui va assassiner ses parents, mais on comprendra au fur et à mesure de l'histoire que ça ne pouvait aboutir qu'à cela, de par le conditionnement qu'a vécu cet enfant. Et donc là, vous avez ce truc très théâtral. Voici, Ulysse, ville de mes derniers instants et de ta première trahison. Je veux encore une fois entendre l'histoire avant que la mort de la nuit laisse paraître le matin, mon fils. Raconte. Et alors, votre ombre, alors c'est là où c'est formidable l'écriture de Reinhard Thiegel, c'est qu'il va jouer dans ce petit paragraphe sur plusieurs registres. Donc très théâtral. Votre ombre, le roi Agamemnon, sortit de sa tente et pénétra dans la lenteur de son armée devant Ulysse. La flotte se prélançant sur ses amarres, et les soldats, lassés des futilités de la vie militaire et du bordel, ivres de faire le plein de chair et de butin dont trois. Les recruteurs en avaient expurgé leur cervelle à coups de tambour, plus la moindre trace, et ni brin de vent, et non plus dans les dernières semaines. Et tout ce que cette merde produisait venait du merdier devant Ulysse. Les flancs d'Ilion n'avaient pas encore été fécondés par cette racaille de l'Hélade, sauveur de la vertu d'Hélène. Les peaux se couvraient de gale, les glaives et les boucliers de rouille. Que faire de l'espoir national siégeant dans les bottes et dans les couilles? Le vent soufflait un vent de révolte. Et ça, je trouve ça, c'est un art magistral de jouer à la fois avec les mots, avec le thème, qui est somme toute classique, et puis de le détourner, et puis bon, c'est intemporel, hein, ce genre de choses. Donc là, vous avez vu Clytemnestre hermaphrodite, et après, alors là, tout d'un coup, suite de la pièce de théâtre, où on bascule de l'époque grecque à l'époque moderne, dans la RDA, et vous avez ce truc absolument phénoménal, qui est une pièce qui a été écrite pour voix et vocodeur. Alors, bon, ça se voit, vous avez devant chaque répartie, s'il réplique, un signe qui va de 0 à 5 si je ne m'abuse, ou 6, et ce signe correspond à un son émis par un vocodeur. C'est-à-dire, si un jour je souhaite qu'un metteur en scène s'intéresse à cela, il faudra qu'il trouve une astuce pour ponctuer chaque répartie avec ses sons. Et alors donc c'est l'histoire d'un couple dans la RDA, le mari est chauffeur de bus, il picole au boulot, il picole à la maison, enfin il picole tout le temps, et il a un accident, et puis on lui retire son permis de conduire, et s'il a plus son permis de conduire, ben, il n'a plus de boulot, et puis donc il est condamné à rester à la maison, et donc ça raconte un petit peu cette histoire familiale qui va se finir assez mal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout de suite le visuel, c'est-à-dire il y a 4 personnages, parfois plus, mais ces personnages ont des dialogues parallèles, c'est-à-dire le mari et la femme discutent dans la cuisine, et pendant ce temps il y a les 2 sœurs qui sont dans leur chambre et qui s'adonnent à une autre activité. Mais c'est cette simultanéité et aussi cette parfois les gens ne communiquent pas entre eux, donc c'est matérialisé. Là c'est du bricolage parce que j'ai pas su comment faire avec Word pour le matérialiser, mais les signes, par exemple, quand vous avez la flèche là entre Tine et Fine, elles sont dans la même chambre, mais elles ne communiquent pas. Donc c'est un signe de rupture. Quand vous avez les points d'interruption, ça veut dire que bon, il y a une oreille qui traîne quelque part. Voilà. Et donc ça, vous faites défiler l'exemple. Donc il y a les grimaces, il y a les didascalies, et puis surtout, tu me ranges ça. C'est écrit de façon, c'est l'oralité stylisée chez Reinhard Thiegel qu'on retrouve dans tous les romans qu'on a traduits jusqu'à présent, qu'on retrouve aussi en partie dans les romans de jeunesse, comme on dit. Voilà. Et puis bon, ça c'est encore une autre forme. Bon, je l'ai quand même mis parce que c'est un travail en cours qui est extrêmement difficile parce que ce sont des mots un petit peu. L'introduction s'inspire effectivement de Gottfried Benn. Donc si vous avez lu Morgue, si vous avez des choses comme ça,
du poète écrivain Gottfried Benn. Bon, c'est pour ça que c'est pas encore au point, mais je voulais quand même vous le montrer pour voir qu'il y a différentes choses et que Reinhardt n'écrit jamais le même texte. Même si maintenant il arrive à une espèce d'épure dans l'écriture ou les signes mathématiques, mais il va creuser. Il y a des choses qu'il écrit maintenant dans sa manière d'écrire actuelle qu'il n'écrivait pas comme ça il y a 20 ou 35 ans. Il écrivait encore le mot dans son orthographe naturelle. Et évidemment, toute, comment dire, toute la gageure consiste effectivement à respecter cette graphie avec une langue qui est différente, puisque le français a une sonorité latine, c'est une langue de l'abstraction, alors que l'allemand est une langue du concret. Ils prennent des mots concrets pour dire les choses. Je pense toujours à l'appendice, qu'on dit der Blindarm, le bras aveugle littéralement. Effectivement, c'est un truc qui débouche nulle part. Au fond, il y a l'obscurité, enfin, il y a rien, quoi. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est enrichissant pour moi, parce que ça m'oblige à creuser ma langue de travail, qui est le français. Je dis toujours, c'est pas ma langue maternelle, parce que ma langue maternelle est un dialecte qui est l'alsacien. Et donc c'est proche de l'allemand, mais ce n'est pas de l'allemand. Il faut se méfier. Il faut se méfier des dialectes qui sont enrichissants, mais qui peuvent être de terribles pièges. Et donc Pascal, qui lui a une oreille entièrement francophone, à chaque fois je le remercie pour cela, il arrive à donner, pas par moment, parce que c'est quand même moi qui fais le boulot, il faut le reconnaître, mais C'est le meilleur. Non mais je veux dire, il a parfois juste cette petite étincelle de génie qui fait que ça tombe bien, quoi. Oui, mais c'est pas moi qui fais le boulot. Hein. Oui, mais enfin si. Je voulais vous demander, là vous avez traduit au moins 3 livres de Reinhard Heydrich. Est-ce que le fait que ce soit le même auteur que vous traduisiez, ça vous facilite la tâche? Ou bien à chaque fois que vous commencez une nouvelle traduction, vous avez l'impression de recommencer à zéro? Est-ce que vous avez fait avant de vous affronter à oui et non. C'est-à-dire que j'essaye d'oublier. On a commencé. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire j'essaye d'oublier un petit peu. Quand je commence une traduction d'un nouveau roman de Reinhardt, enfin d'une nouvelle œuvre, j'essaye de me mettre au niveau de cette œuvre. Et d'oublier ce que j'ai traduit auparavant. Parce que là, j'ai plutôt tendance à remonter maintenant vers les œuvres de jeunesse, qui sont beaucoup plus classiques, en quelque sorte. Et donc, il faut que... Parfois, ça m'agace parce que je me dis, ça aurait été mieux s'il l'avait écrit comme ça. Mais bon, il faut le respecter. Il faut... Et j'essaie, disons, d'arriver vers le texte le plus... j'allais dire le plus vierge possible, mais j'aime pas ce mot. Enfin... comment dire, détaché de ce que j'ai fait et de me replonger parce que l'univers est différent. Bien sûr, il y a des mots qui vont revenir, il y a des situations qui vont revenir, il y a des obsessions qui reviennent tout au fil de son œuvre, mais c'est un peu comme lui, il faut être dans l'instant d'écriture de ce roman. Et curieusement, un jour on discutait comme ça, on met à peu près le même temps. Lui pour écrire et moi pour traduire. Donc voilà. Ce que je regrette, c'est de ne pas toujours arriver à la concision de la langue allemande. Mais enfin bon, c'est aussi un plaisir de jouer avec la langue française. Et puis oui, on s'amuse follement. Et puis je pense aussi un petit peu à Ernst Jünger qui avait eu des entretiens avec ses traducteurs. Il y a eu plusieurs traducteurs. Il y a eu Henri Thomas, bien sûr. Il y a eu Henri Plard. Et il y a eu Julien Hervieux, je ne voudrais pas écorcher son nom, qui ont traduit donc les œuvres de Jünger. Mais j'ai lu dernièrement un petit entretien qu'il a accordé à des traducteurs italiens. Et il disait, entre autres, qu'une traduction réussie, c'est quand l'auteur se retrouve sous un autre éclairage. C'est-à-dire, il a son texte, mais en même temps, il apprend autre chose sur son œuvre. Et je pense que Reinhardt le ressent peut-être aussi. Enfin, un jour, il m'a dit que je lui apprenais énormément sur sa langue. Enfin, plutôt l'inverse. Mais voilà. Donc, je lui dois une fière chandelle parce qu'il me fait travailler en quelque sorte la langue. Ce qui est intéressant, parce que c'est un matériau. C'est un matériau. Das ist wirklich in der Tat so. Also wir haben gerade am Anfang, als unsere Arbeit begonnen hat, ist natürlich klar, dass man sich über sehr viele Dinge sehr lang unterhalten und diskutieren und austauschen muss.
Bien sûr, c'est tout à fait juste et c'est surtout au début, quand on commence un tel travail, il est nécessaire de parler longuement et souvent de beaucoup de choses. Und wir sind so verblieben, dass Martine mir völlig hemmungslos Fragen stellt. Wenn sie irgendetwas nicht versteht, irgendetwas ihr komisch vorkommt oder nicht weiterkommt, fragen. Et on est donc convenu que Martine me poserait toutes les questions sans la moindre retenue dès que quelque chose lui pose un problème ou qu'elle trouve bizarre. Und dadurch ist dieser... Haben Sie immer die Antworten auf die Fragen? Est-ce que vous avez toujours les réponses à ces questions? Ja, das kommt dann durch den Austausch auch zustande. Über manchen Punkt reden oder schreiben wir 3-4 Mal. Aber was ich sagen wollte, ist, das, was du sagtest, zu unterstreichen. Dass also in dem Moment ich den Eindruck habe, dass ich von außen her, wenn sie mir die Fragen stellt, über meine Sprache, dass ich den Eindruck habe, ich schaue mit einmal ein Fremder durch die Fenster ins eigene Haus. Das ist so, man ist von draußen mit einem Mal. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Also vieles verstehe ich dann überhaupt erst richtig, was mir beim das kennen Sie in Ihrer Sprache ja auch, was Sie einfach so aus la main machen. Ja, das passiert Ihnen halt so. Jetzt wissen Sie es, warum Sie es machen. Et donc, parfois, pour répondre à votre question, parfois ces réponses nous demandent 3-4 échanges pour clarifier les propos. Et j'ai remarqué que grâce aux questions de Martine, j'ai un nouveau regard, un autre regard sur ma propre langue et c'est une chose extrêmement agréable. C'est comme si on regardait à l'intérieur de sa propre maison par les fenêtres de l'extérieur. Wenn ich noch ein Wort sagen darf zu den Dias, die Sie gesehen haben. Ganz zusammenfassend kann man ja sagen, vielleicht haben Sie es bemerkt, es ist eine Arbeit, die ich da mache am alphanumerischen Code. Das klingt gewichtig jetzt, der alphanumerische Code ist nichts weiter als der Ziffern- und Buchstabenvorrat, der auf jeder Tastatur ist, mit dem unsere Kommunikation stattfindet, einerseits. Donc, pour revenir aux choses qu'on vous a projetées, vous l'avez peut-être remarqué, c'est un travail simplement sur le code alphanumérique. C'est un très très grand mot. En fait, c'est rien d'autre que tout ce qu'on a sur notre clavier. Et c'est la base de notre communication, la chose dont on se sert tous les jours avec les ordinateurs ou les machines à écrire. Und ich bin überzeugt davon, dass also literarische Sprache im Gegensatz zur journalistischen oder zur Wissenschaftssprache ein Medium der Kunst ist, das selbst bearbeitet werden muss. Also wie der Stein beim Skulpteur, wie die Leinwand beim Maler. Es ist nicht nur der Inhaltstransport. Literarische Sprache ist Ausdruckskunst. Et donc, je suis persuadée que le langage dans la littérature est la matière même sur laquelle porte la littérature. C'est un petit peu comme le sculpteur qui travaille la pierre ou le peintre qui travaille la toile. Le langage est la matière de la littérature. Und da habe ich das große Glück, dass dieser alphanumerische Code, der ja eigentlich eine ikonoklastische Schrift sein soll, eine bilderlose Schrift. Et j'ai donc cette chance énorme que ce code alphanumérique, qui devait être une écriture sans image, donc iconoclaste, dass vor 4000 Jahren die Bilder ausgetrieben werden sollten. Und wie bei allem Exorzismus bleibt ein gutes Teil vom Teufel bestehen. Et donc, on a voulu exorciser il y a 4000 ans ces images et comme à chaque fois qu'on procède à un exorcisme, il reste des bonnes parties du diable qu'on a voulu chasser. Das heißt also praktisch, Körpersignale sind in dieser bilderlosen Schrift und Charaktersignale. Character heißt auf Englisch Buchstabe. Also da ist das völlig identisch. Donc, reste des signaux corporels et des signaux qui sont des caractères et en anglais, characters, c'est les personnages. Und so kann ich also praktisch nur ein Satz, ein Satz noch. So kann ich dieses benutzen, als sei eine Buchseite wie eine Theaterbühne. Jetzt, ja, also da auf der Theaterbühne stehen Menschen, Objekte, die haben eine Form, die haben Eigenschaften, Charakter, Gestalt. Et donc, j'utilise la page du livre comme une scène de théâtre, avec ses objets, ses personnages, leur forme, leur caractère, leur contenu. Und Proust hat mal geschrieben, sinngemäß,
dass er den Eindruck habe, dass alles, was er schreibt, schon geschrieben ist, er muss nur rankommen im Kopf. Et Proust a dit une fois, et c'est une citation comme ça de mémoire, que tout est déjà écrit et qu'il faut simplement s'en approcher dans la tête. Und dieses Gefühl habe ich, wenn ich anfange, mit der Schrift zu arbeiten. Also die Körper aus dem Inhalt der Schrift, aus dem Korpus der Schrift, aus dem Alphabet herauszulösen. Diese Sache, ich muss es nur richtig machen. Dann weiß ich, dann komme ich an den Text, den es schon gibt, heran. Et j'ai exactement cette même sensation quand je travaille le corps du langage en me disant, il faut que j'extrais le corps de l'alphabet justement pour m'en approcher et arriver à ce texte qui est déjà écrit. Une petite anecdote, c'est que il y avait l'histoire de la traduction de on, man, et à un moment donné, pour montrer l'attachement de Reinhardt et sa stricte observance de l'usage du code alphanumérique, il fallait traduire man. Et donc, dans les échanges avec Martine, moi j'avais trouvé ce petit truc. Le signe mâle, quoi. Le signe mâle avec le N, etc. Et Reinhardt l'a rejeté parce qu'il a dit c'est pas du tout dans le code alphanumérique, on n'en veut pas. Donc c'est une perte. Ja. Nun muss ich eine betrübliche Sache sagen. Alles, was wir jetzt besprochen haben, über Körpersignale, Charaktersignale in der Schrift, können Sie leider jetzt nicht hören. Also wenn wir jetzt sprechen und Sie haben noch nie ein Buch aufgeschlagen von mir, können Sie sich auch vorstellen, dass es völlig konventionell geschrieben ist. Donc il y a une chose triste quand même que je dois ajouter. Vous pouvez pas vous rendre compte de ces signaux corporels dans le langage sans avoir ouvert un livre parce que en nous écoutant, vous vous en rendez absolument pas compte. Sodass also diese Entscheidung, die ich mal getroffen habe, diese bestimmten Dinge mit der Schrift zu machen, von vornherein eine Entscheidung gegen den Vortragstext war und für den Lesetext. Also Lesetext heißt Sie, still, wie man ein Buch liest, vor der Nase, haben die Chance sozusagen, also diese Erweiterung der Erzählweise, die Differenziertheit im Erzählen wahrzunehmen. Et donc, il faut dire que cette décision de travailler ainsi le langage est une décision contre la récitation ou la lecture à voix haute du texte pour une lecture silencieuse que vous faites avec le texte sous les yeux pour vous rendre compte de ce travail. Ja. Et ça, c'est vrai que la sensation en tant que lecteur, c'est magique, quoi. Parce que ça sollicite tout. Alors, puisque vous mentionnez le mot silencieux, je voulais vous poser une question sur le titre, qui est en allemand Die Stille et en français le silence. On a entendu des extraits de lecture sur la guerre, le vacarme de la guerre. C'est un livre dans lequel il y a le vacarme de l'histoire, le vacarme de la guerre, du divertissement, le vacarme des affrontements familiaux. Et on a l'impression qu'au cœur de ça, il y a le silence. J'avais envie que vous nous parliez du titre et aussi éventuellement de sa traduction. Also da können Sie ganz einfach bei dem Titel an John Cage denken, der mal sinngemäß gesagt hat, der Raum zwischen zwei gesetzten Tönen ist die Stille. Aber diese Stille ist nicht etwa Lautlosigkeit, sondern ist angefüllt mit dem Lärm der Welt. Donc vous pouvez peut-être penser à John Cage qui a dit l'espace entre deux sons est le silence, mais c'est pas un silence avec une absence de bruit, c'est un silence rempli de tous les bruits du monde. Und dann hat in der deutschen Sprache, im Französischen geht's nicht immer, glaube ich. Stille ist ein regelrechtes Wortspiel. Also zum Beispiel eine Frau hat den Spitznamen von Kindheit die Stille. Also das stille Mädchen, die Stille. Ja. Et donc en allemand, on peut faire des jeux de mots avec le mot Stille. Die Stille, c'est à la fois le silence et la femme silencieuse, la silencieuse, alors qu'en français, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'en allemand. Dann gibt es auch die verschiedensten Arten von Stille. Es gibt diese angenehme Stille. Man ist zusammen mit Menschen in einem Raum
man ist sich einig, man ist still, weil vielleicht eine Feierstunde ist. Et donc, il y a différentes formes de silence. Par exemple, un silence agréable parce qu'on est en accord avec les autres dans une même pièce, peut-être un moment solennel qu'on passe ensemble. Und es gibt die fürchterlichste Art von Stille, das ist die Stille, die hier auch drin beschrieben wird, die Stille nach einem Krieg, bevor der Frieden begonnen hat. Also die SS und die Nazis sind weg aus der Stadt, die Russen sind noch nicht da. Also dieser Zwischenraum, das ist auch Stille. Aber das ist sozusagen eine hochenergetische Stille. Et donc, il y a une forme totalement affreuse de silence. C'est le silence à la fin de la guerre, avant la paix. Par exemple, quand les nazis, les SS sont partis de la ville et les Russes ne sont pas encore arrivés. C'est un moment hautement énergique de silence, mais de silence absolument atroce. Also so wird das durchgespielt, dieses Wort. In bestimmten Themenzusammenhängen taucht immer wieder die Stille auf. Und das ist auch das letzte Wort des Buches. Et donc, on joue sur toutes ces variations possibles du silence. Et le silence, le mot, le silence, est aussi le dernier mot du livre. Ich hatte an das Verb stillen gedacht. Nein, hat damit nichts zu tun. Das ist eine merkwürdige Übereinstimmung im Deutschen. Also, dass das... Ja. Qui veut dire aussi la l'été, femme qui nourrit à l'été. À l'été, Ja. Et pour apaiser l'enfant, elle allait pour apaiser. Pour calmer l'enfant. Pour calmer, oui. Jetzt muss ich mal fragen, haben Sie noch Kraft und Lust, noch was zu lesen, also noch was vorgelesen zu bekommen? Avez-vous encore l'envie et la force d'écouter un passage? Oder? Das wäre Novemberregen. Jetzt erinnern Sie sich vielleicht noch, wie das zum Schluss ausgegangen ist. Die Bomber haben dieses Feld von dieser Hedwig ordentlich umgepflügt. Also das ist jetzt wirklich nicht nur das Feld, sondern auch die Häuser, das Anwesen ist halb zerstört. Donc vous vous souvenez peut-être, les bombes ont complètement retourné les champs de ce domaine et la maison et les dépendances sont détruites ou quasiment détruites. Novemberregen. Ja. Geht gleich los. Ja, geht's gleich los. Habt ihr? Ja. Okay. Ja. Na, los Martin. Un matin de novembre tisse un jour nouveau, de fils de pluie gris. Pas la moindre trace lumineuse dans les nuages pour révéler la position du soleil. Le ciel de cendre, l'air et la pluie sentent le brûler. Le boqueteau, des troncs éclatés dans un bois en désordre, comme s'ils écrivaient un alphabet composé de la seule lettre X. La menuiserie disparue. Touchés en plein dans le mille, les bâtiments et l'atelier, les machines, le bois stocké et les charrettes ont été si soigneusement réduits en poussière que même leurs restes n'ont pas réussi à brûler. Un profond cratère béé à l'endroit où hier encore se dressaient les deux hangars en briques. L'œuvre de Pépé Christian et de son père, bombardée, réduite à rien en l'espace d'une seconde nocturne. La guerre, d'abord les hommes, ensuite les maisons, et il arrive que les deux soient détruits en même temps. Le matin du 28 novembre, en proie à de sinistres pressentiments, ses chaussettes rêches glissées dans des bottes de feutre et sur le dos l'épais manteau de cotonnade de sa mère, la petite femme patauge dans les chemins détrempés en direction de son champ. Désormais, elle ressemble à sa mère Hedwig. Rabougrie et efflanquée, de sa majestueuse beauté élancée, rien n'a subsisté. Voilà des années déjà que l'âge a voilé ses traits d'ombre et de brouillard. Son cœur n'abrite plus le moindre petit recoin où viendraient se nicher les rêves, les désirs de dentelle au crochet et au fuseau. Son cœur, c'est la terre et la maison. Über das Feld hingestreut liegt ein silbriges Schimmern. Das ist ein Glanz nicht allein vom Regen, der die aufgebrochene Erde funkeln lässt. Solch kompaktes Schimmern vermag nur Metall. Aber Staniolstreifen vor den nächtlichen Bomben wurden keiner abgeworfen. Das ist ja kein gezielter Angriff gewesen. Au milieu du paysage de mottes de terre bizarres et de petits cratères qui est devenu le champ retourné, comme s'il avait été labouré par des taureaux que la testostérone a fait voir rouge, les objets en argent traînent à la surface du sol humide et gras. Assiettes, soupières aux anses décorées, vases et cruches, plateaux aux poignées dorées, couteaux, fourchettes, cuillères ornées d'or, de minuscules têtes de cheval à l'extrémité du manche. Les secousses provoquées par l'explosion de la mine aérienne dans la nuit ont arraché tout cela
au royaume de la glèbe, et mit un jour un trésor. Friederike n'en croit pas ses yeux. Pas à pas, comme si la lourde terre grasse était une pellicule de glace menaçant de rompre, la femme va d'une trouvaille à l'autre, une entreprise périlleuse à chacune de ses foulées. Quand viendra le moment où elle se réveillera et verra le rêve s'envoler? Mais le rêve persiste, elle ne rêve pas, elle est réveillée, elle s'éloigne du champ et court à pas de géant. D'ordinaire seule, une peur mortelle fait courir ainsi vers la maison pour chercher son fils. La funeste nuit passée, les aurait-elle bombardées de chance? Gardant difficilement leur sang-froid, Friederike et Peter Paul, son fils, arpentent le champ, concentrés, allant d'une trouvaille à l'autre, escaladant des monticules de terres éventrées et contournant les cratères. Aucun ne risque toutefois à toucher l'un des objets. Il pourrait disparaître, se volatiliser, si la main d'un vivant venait à toucher l'image du rêve. Puis, hésitante, la main de Friederike palpe un petit pot de crème en argent et l'extrait de la terre noire. Les doigts tremblants, elle approche de ses yeux le récipient ventru, et il ne disparaît pas. Il demeure au creux de sa main, petit et solide, paré de son éclat mat, et ainsi des autres trésors qui pointent hors de la toile cirée et déchirée, dans laquelle autrefois ils avaient été enveloppés, jetant des regards pétillants d'argent hors du champ crevassé. Peter Paul, âgé de 12 ans, a lui aussi déterré l'un ou l'autre objet pour l'examiner et le reposer avec soin, le tout sans un échange de mots entre mère et fils. C'est aussi en silence que le garçon regagne la maison pour en revenir avec la brouette et quelques sacs de pommes de terre vides. Il compte y cacher et évacuer leur grand trésor. Dieu sait combien il est important que les autres villageois ne découvrent pas ce que la guerre a offert à ces deux-là la nuit dernière. Toile cirée, pense sans doute l'adolescent pendant ce temps. Dans mes livres qui parlent de chasse aux trésors, les trésors sont toujours cachés au fond des coffres archivieux. Ce trésor-là n'a donc pas été planqué là il y a très longtemps. Et peut-être que maintenant déjà, comme il revient avec la brouette, un sourire plein de malice illumine le visage maladif du garçon, tel un miroir reflétant la lueur argentée des champs. De retour à la maison, dans la salle de séjour ont été transportés les sacs de pommes de terre remplis avec le trésor. Mère et fils se placent un à un chaque objet sur la table comme une relique. Très vite, la table s'avère trop petite et l'on place la dernière argenterie sur la commode. Entre deux, le silence. Seul bruit de la maison, les cliquetis de vaisselle, lorsque un vase, une assiette ou des couverts sont saisis et extraits des sacs de pommes de terre aux fortes odeurs. Les objets se retrouvent tous alignés sur la table et la commode, passablement débarrassés de la terre et étincelants. Ce n'est qu'après avoir placé un sucrier sur la commode ou le couvercle clair d'un objet qui s'y trouvait autrefois à marquer le plaquage et constater que le fond du sucrier épouse parfaitement ce tracé, que Peter Paul, 12 ans, grimace et d'un ton ironique tout en faisant clic-claquer le couvercle du sucrier vide. Dommage, raille la voix légèrement trop aiguë qui donne au garçon de 12 ans, toujours souffreteux et néanmoins adulte avant l'âge, l'air d'une minuscule pomme sur l'arbre, offrant à la vue toutes les couleurs de la maturité, mais encore dure et verte à l'intérieur. Dommage que mémé Hedwig n'ait pas enterré un peu de sucre avec. Das ist das Schöne an Frauen, wenn sie gezwungen sind, in den Krieg zu ziehen. Sie können listig sein. Donc c'est ça qui est chouette quand on force les femmes à faire la guerre, c'est qu'elles peuvent déployer toutes leurs ruses. Ja. Wir könnten eine Überleitung machen zum Abschlussteil vielleicht, wenn Sie möchten. Oder möchten Sie noch fragen? Non, je pense que comme l'heure tourne, enfin, j'ai encore beaucoup de questions. Je suis sûre que tout le monde ici a envie de poser d'autres questions, de vous poser d'autres questions, d'en poser à Martine. Je propose de faire une conclusion et puis de ne pas hésiter à poursuivre la discussion, à faire signer les livres, bien évidemment, et à boire un verre. Et vous l'aurez compris, Noël approchant, le silence et les précédents livres de Reinhardt compose des cadeaux absolument idéaux pour soi-même et pour les autres. Okay, na dann gut, dann lassen wir das. Okay, gut. Donc, merci infiniment à vous tous. Merci Reinhardt, merci Martine, merci beaucoup, merci Pascal. Merci de votre accueil et on de nous avoir reçus. Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich. Danke sehr. Danke. Schön, dass Sie so lange durchgehalten haben.